Madame, Monsieur, bonsoir. Santé du BTP sous le microscope de questions d'actu ce soir. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Et si l'on se réfère au baromètre du secteur et donc de la bonne marche de notre économie, cela ne se présente pas très bien puisque les ventes de ciment ont connu une baisse de 9% à fin novembre dernier selon la direction du Trésor et des Finances extérieures. Une baisse bien sûr annuelle. Alors crise ou effet de correction après un rebond post-Covid en 2021 ? Réponse dans cette émission. Sans oublier que l'inflation et la flambée sans précédent des prix des intrants suscitent l'inquiétude chez les professionnels du bâtiment et des travaux publics. Pourtant, 2023 s'annonce sous de bons auspices quant à la demande publique, par exemple, car des 300 milliards de dirhams d'investissement public prévus dans la loi de finances 2023, les entreprises et établissements publics capteront 140 milliards, soit à peu près la moitié de ce budget, ce qui présage un beau carnet de commandes pour les entreprises privées de construction. Encore faut-il disposer de la bonne trésorerie pour honorer leurs engagements auprès des fournisseurs en attendant de se faire payer par l'État. L'exercice 2023 connaîtra aussi le déploiement de la réforme de la réglementation régissant la commande publique. Cette réforme tend à renforcer la préférence et la valeur ajoutée nationale, ainsi que la promotion de l'emploi et la main-d'œuvre locale. Qu'en est-il sur le terrain ? En tout cas, selon les professionnels du BTP toujours, plusieurs entreprises auraient mis la clé sous le paillasson. D'autres sont en redressement judiciaire, sans parler des mesures coercives telles que l'exclusion des marchés publics ou encore la perte des qualifications. Beaucoup de doléances des professionnels. Et d'ailleurs, le représentant est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir, Mohamed Mahboub. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Vous êtes donc président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Et pour représenter la Fédération des matériaux de construction, j'ai le plaisir d'accueillir son président. Bonsoir, David Toledano, et bienvenue à vous également. Bonsoir, Lalla Khadija, et merci de votre invitation pour ce débat. Marhaba. J'ai également le plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu l'architecte et urbaniste Rachid Boufous. Bonsoir Si Boufous et bienvenue à vous également. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Nous allons certainement commencer cette émission en dressant un état des lieux par rapport à la situation aujourd'hui du secteur du BTP. J'ai évoqué, David Toledano, ce chiffre de baisse de 9% annuellement sur les ventes de ciment. J'ai dit également que c'était le baromètre du secteur du BTP, mais pas que, c'est aussi le baromètre de toute une économie. Et c'est connu aujourd'hui. Est-ce que ces chiffres ont été revus, peut-être à la hausse ou à la baisse, en décembre? Vous avez peut-être des chiffres plus actualisés que les miens. Oui, malheureusement, je serais un peu plus pessimiste sur ces chiffres, puisqu'au final, nous finissons l'année avec moins 10,65%. Et c'est une baisse forte à deux chiffres que nous n'avons pas connue depuis plusieurs années. Il est vrai qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Nous avons eu un mois de décembre enfin pluvieux et on ne va pas s'en plaindre. Mais vous savez que lorsqu'il y a de la pluie, les chantiers s'arrêtent et les consommations, bien sûr, des matériaux de construction suivent ce train. Alors, on a traversé une année extrêmement difficile dans toute l'économie, non seulement au Maroc, mais dans le monde. On a parlé de récession ici et là. Nous avons frôlé cette récession, d'ailleurs. C'est toujours d'actualité, mais les chiffres commencent à venir et on finit l'année autour de 1%, peut-être un peu moins, au lieu des 3,5% qui avaient été prévus. Mais en tout cas, on n'est pas dans la récession. Donc, on peut dire qu'en ce qui concerne les matériaux de construction, nous avons eu, malgré une année extrêmement difficile, une bonne résilience. Et nous avons pu profiter d'une baisse de certains produits importés massivement les années précédentes. Et du coup, ceci a compensé cela. Et nous finissons l'année sur les différents secteurs, que ce soit l'acier, la céramique, le marbre et d'autres produits, je dirais entre moins 5 et moins 10%. Ce qui est, dans une année extrêmement difficile, une excellente performance et une bonne résilience.
Très bien, donc vous avez évoqué la guerre en Ukraine, il y a eu aussi cette situation après le Covid. Est-ce que cette baisse-là n'est-elle pas la résultante tout simplement d'un effet de correction par rapport à la hausse importante à deux chiffres qu'elle a connue, ou en tout cas que la vente des matériaux de construction, notamment le ciment, ont connu l'année dernière, après cette reprise vigoureuse après la Covid-19? Oui, tout à fait, vous avez raison, dans la mesure où effectivement nous avons eu une partie de 2021 qui a été un peu euphorique, parce que la demande était... il y avait beaucoup de retard dans les réalisations et dans l'économie, et on a bénéficié d'une relance qui était peut-être trop euphorique. Et l'année 2022 a été le contre-coup, mais pas seulement au Maroc. Encore une fois, il faut se resituer dans une économie mondiale qui a souffert et dont les contre-coups des années Covid et des ralentissements n'est arrivé que maintenant. Mais comment la guerre en Ukraine affecte-t-elle justement un secteur tel que le BTP au Maroc? Je vais vous Qu'est-ce qu'on expliquer, importe? c'est Parce très que, simple. à la limite, si on parle de céréales ou de gaz, on peut comprendre parce que ce sont des fournisseurs, que ce soit l'Ukraine ou la Russie. C'est très simple. Les Russes ont bombardé en Ukraine une des plus grandes usines de fabrication d'acier d'Europe. À partir du moment où cette usine est hors de service, vous avez une tension sur les autres demandes. À partir du moment où vous créez la tension, vous avez automatiquement une augmentation des prix sur les billets et sur les entrants. Donc, si vous ajoutez à cela les mines qui ont fermé pendant les années Covid, les mois de Covid, si vous ajoutez à cela les unités qui se sont arrêtées pendant le Covid, vous voyez que les unités qui ont survécu vont faire face à une demande qui est beaucoup plus importante et à laquelle ils ne savent pas répondre. Donc du coup, la demande sur les matières premières, sur la billette, sur d'autres produits, va commencer à augmenter. Et là, vous avez un paradoxe, des prix qui augmentent, oui. Et en même temps, une rareté et une difficulté d'approvisionnement. Vous avez beaucoup d'unités de production qui n'ont pas pu livrer. Regardez le secteur automobile qui a souffert d'un manque de produits qui n'arrivaient pas de Chine. Regardez d'autres secteurs qui n'arrivaient pas à s'approvisionner, même au prix fort. Donc il y a cette tension qui amène ce surcroît de demande, alors que l'offre a beaucoup diminué à travers le monde. Alors, qu'en est-il du Maroc, justement, en ce qui concerne l'offre? Nous allons bien sûr évoquer, et c'est très important, c'est même le nerf de la guerre, ce sont les prix des matières premières, des intrants dans le BTP. Mais qu'en est-il de l'offre, Mohamed Mahboub, vous, en tant que président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, que pouvez-vous nous dire sur cette relance connue en 2022 ou pas d'ailleurs? Je peux dire qu'au niveau de la relance, au niveau du secteur, je crois qu'il n'y a pas une grande relance. Parce que si je reprends un petit peu, effectivement, il y a un investissement, c'est-à-dire le ministère de l'Équipement avait tenu une réunion d'information comme à l'habitude au mois de mars. Ils avaient effectivement qu'il y avait à peu près 45 milliards de dirhams au niveau de l'investissement du ministère de l'Équipement, et bien sûr, y compris tous les établissements et les entreprises publiques qui dépendent de ce ministère. Malheureusement, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup d'appels d'offres concernant, mais il y en a peu. Alors, les entreprises qui avaient des marchés auparavant n'ont pas pu les terminer. Beaucoup d'entreprises n'ont pas pu les terminer compte tenu, effectivement, de cette flambée des prix. Il y a des problèmes d'approvisionnement, mais surtout, il y a des problèmes de prix. Vous savez, les appels d'offres, les marchés au Maroc, ils sont pris avec ce qu'on appelait, il y avait une case des prix. C'est des prix très bas. D'ailleurs, les entreprises, peut-être, et à cause effectivement de la procédure qu'il y a, la publication de l'estimation qu'il y avait, les entreprises essayaient de se caler à cette estimation, et puis il y a effectivement la dégringolade des prix au niveau des soumissions.
quand il y avait ce problème, effectivement, du Covid, de la guerre en Ukraine, donc, effectivement, les prix ont augmenté. Bon, quand j'ai dit multiplié par 30%, 40%, mais certains qui ont peut-être doublé en 2021 à cause effectivement à cause de la pénurie et qui n'ont pas pu effectivement arriver à terminer le chantier. Et c'est là où il y a effectivement, suite à la demande que nous avons faite auprès du chef de Vous dites qu'il y a des entreprises qui ont mis la clé sous le Oui, il y en a beaucoup. Porte. Il y en a beaucoup, surtout les petites. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui? Pour les petites, au sein de la fédération, on a estimé à peu près à 2000 entreprises. Bon, bien sûr, sur combien? Si vous voulez ça en compte, il y a 50 000 entreprises. D'accord. Pour que nos téléspectateurs aient aussi un jugement de valeur sur ce chiffre de 2000 entreprises quand même qui déclarent faillite, c'est pas n'importe quoi. Enfin. Mais il y a deux petites entreprises, mais surtout ça a touché les petites entreprises. Il y a quelques grandes entreprises aujourd'hui, il y en a qui sont en redressement judiciaire, mais ça a touché beaucoup plus les petites entreprises, parce que soit c'est des sous-traitants des grandes entreprises, soit effectivement qui ne maîtrisaient pas. Mais pourquoi alors, si ce sont des sous-traitants, est-ce que c'est une question de délai de paiement? Il y a les questions de délai de paiement, il y a une question de prix aussi. C'est-à-dire un sous-traitant, souvent, si l'entreprise principale prend à 10, le sous-traitant va le prendre à 7. C'est lui, finalement, qui va acheter, qui va réaliser. C'est le plus vulnérable au niveau de la réalisation. Donc ces entreprises, bon, on a beaucoup au niveau de la fédération, beaucoup de petites entreprises qui souffrent et qui appellent au secours. C'est largement dû à l'inflation, selon vous? Il y a l'inflation, effectivement, parce qu'il y a aussi à la base les prix qui étaient anormalement bas. Anormalement bas. Mais l'inflation a accéléré et je peux dire que les révisions de prix ne compensaient pas cette augmentation. C'est surtout au niveau de l'entreprise, si les révisions de prix compensaient cette augmentation, à la rigueur, nous, c'est répercuté sur le maître d'ouvrage. C'est ce que nous demandons. Très bien. Rachid Boufouz, vous, en tant qu'architecte urbaniste, peut-être un mot sur, ou votre diagnostic, j'ai envie de dire, aussi en tant qu'observateur, sur cette année difficile, comme vient de l'expliquer Mohamed Mahboub, du secteur du BTP. Effectivement, l'année 2021 a été assez en fait, euphorique en quelque sorte, parce que les entreprises ont essayé de rattraper aussi l'année blanche de 2020. Toujours est-il que sur une année normale comme 2022, on a une tendance à la correction, parce qu'il y a plusieurs paramètres justement qui rentrent en jeu. Il n'y a pas simplement cette question, il y a effectivement cette question de surenchérissement des prix qui est importante. On l'a vu dans des considérations vraiment assez phénoménales, hein, ne serait-ce que sur le carburant, par exemple, sur le diesel, qui a imputé le transport de marchandises. On l'a eu aussi sur ces questions de tension sur les matériaux de construction après le Covid, sur le marché mondial qui se rouvre, donc il y a une forte demande, donc automatiquement les prix sur beaucoup d'intrants, notamment sur l'aluminium, sur le fer, sur un certain nombre sur le verre, il y a beaucoup de tensions à la hausse dans des choses, dans des pourcentages très importants. Et donc nous sommes retrouvés au Maroc face à une situation assez difficile et assez inédite. Ça veut dire que nous n'avons pas prévu une période de crise à laquelle on devait faire des corrections, apporter les réformes nécessaires pour aider notamment ce secteur important. Il y a la commande publique, Rachid Boufouz. Alors justement, plus de 240 milliards de dirhams dans la loi de finances en termes d'investissement public. C'est 2023. Hein, par rapport à 2021, la commande publique, elle était à peine exécutée à 34% en mai. Ils sont arrivés à 64% en octobre-novembre, ce qui n'est pas énorme. On n'a pas exécuté tout l'investissement public, donc il reste quelque chose quand même comme 35 à 40% d'investissement qui n'a pas été donc versé aux entreprises et transformé en projet. C'est un manque à gagner, et bien sûr, avec la hausse des prix et avec surtout
aussi le mode de passation des marchés publics. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avons jamais envisagé en temps de crise de modifier nos règles du jeu, notamment en matière de marchés publics, pour que les entreprises ne puissent pas, entre parenthèses, couler. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu tendance depuis une vingtaine d'années à recourir à des marchés fermes et non révisables. Alors qu'avant, on pouvait faire des avenants, on pouvait réviser les prix. Il y a un indice des prix qui est de révision des prix qui est publié tous les ans et réactualisé par le département des travaux publics, sur la base duquel les maîtres d'ouvrage corriger justement les prix sur un marché, mais certains maîtres d'ouvrage institutionnels comme étatiques ont eu recours de plus en plus à ce type de marché ferme et non révisable, ce qui fait qu'en période de crise, avec la hausse des prix, les gens ont essayé, les constructeurs ont essayé d'aller jusqu'au bout pour maintenir les chantiers en bonne et due forme, quitte à, ils ont été acculés même parfois à demander des résiliations. Sauf que certains maîtres d'ouvrage n'ont pas accepté ces résiliations et voulaient appliquer des pénalités. Donc il y a eu vraiment des soutiens. Le gouvernement a mis en place en avril dernier, le 18 avril dernier, une circulaire avec 8 mesures qui devaient normalement apporter un certain nombre de solutions, mais vraiment très très concrètes. Mais toujours est-il, contre la publication de cette circulaire, et puis sa limitation dans le temps, parce qu'elle n'a duré que 6 mois, n'a même pas été réalisée sur le terrain, et ce qui fait que les gens des travaux publics, enfin des entreprises de travaux publics, ce qu'ils réclament aujourd'hui, c'est qu'au moins la reconduction de ces mesures qui pourraient au moins les soulager. Le problème, encore une fois, c'est qu'en temps de crise, nous n'arrivons pas aujourd'hui à adapter notre marché global de la construction, de l'investissement public aux aléas des changements mondiaux. Pourtant, cela va à l'encontre des ambitions, j'ai envie de dire, de ce gouvernement qui veut justement renforcer la préférence nationale. Bien sûr, madame, mais une réforme d'un secteur où on a pensé en avril de l'année dernière que le gouvernement était conscient des difficultés, et il est conscient des difficultés, mais on ne fait pas une réforme sur 6 mois. Vous connaissez la bureaucratie au Maroc, vous savez aussi l'inertie administrative à l'intérieur de l'administration marocaine. Vous savez très bien qu'il y a aussi des blocages, des ralentissements, et on n'a jamais vu une réforme réussir en 6 mois au Maroc. Donc il faut donner du temps. C'est des choses qui sont à moyen et long terme, d'autant plus qu'on connaît réellement l'impact sur le commerce extérieur, sur les choses comme ça. Le renchérissement du dollar par rapport au dirham, les importations, toutes ces choses-là ont eu un impact négatif donc sur la bonne marche d'un secteur qui aujourd'hui a une valeur ajoutée de 5,5% du PIB. Il faut savoir que pendant plusieurs années, la valeur ajoutée du bâtiment a dépassé la valeur ajoutée de l'économie. C'est-à-dire qu'ils étaient à 6% alors que l'économie était à 4% pendant plus de 10 ans. Et après, il y a eu une inversion totale. Ce n'est qu'à partir de 2021, 2022, qu'on recommence à voir la tendance qu'on voyait il y a une vingtaine d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce secteur du bâtiment est réellement porteur. C'est vraiment, il permet à l'État de réaliser de grands investissements, de réaliser ces programmes. Je dirais les 300 milliards. C'est extraordinaire. Vous avez dit que tout à l'heure, il y aurait peut-être 50% de ce budget qui va être alloué aux travaux publics. Pour les entreprises et exactement. Il faut aussi donner les moyens aux entreprises de pouvoir se structurer pour pouvoir absorber ce budget. Parce qu'entre-temps, beaucoup d'entreprises en mettent la clé sous la porte. Il y a des problèmes de classification des entreprises. Il y a des problèmes même de traçabilité des entreprises souvent. Donc il y a un travail de concertation à faire entre les professionnels et le gouvernement pour mettre à plat tous ces soucis pour pouvoir absorber ce grand budget. Nous en parlons certainement nous avons les professionnels avec nous. David Toledano, parce qu'on parle beaucoup d'inflation, on parle de hausse des prix, des intrants. Je voudrais bien faire le point avec vous sur l'évolution des prix des intrants. Est-ce qu'il y a eu un ralentissement de la flambée des prix ces derniers mois, comme ce fut le cas pour notamment l'or noir? Alors, écoutez, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé. On a eu quelques produits, quelques matériaux de construction qui ont d'ailleurs été cités par le président Mahmoud, notamment le verre et Siboufous qui a cité l'aluminium. Aujourd'hui, il y a une demande énorme sur l'aluminium et sur le verre. Ce qui fait que vous ne pouvez pas freiner le prix de ces deux matériaux. Pourquoi? Parce que
aujourd'hui, le bois coûte très cher. Si vous levez les yeux en vous promenant, vous allez voir que l'ensemble de tout ce qui se construit comme immeubles, tours, etc., toutes les façades se font en verre et en aluminium. Ça veut dire que cette demande ne va pas s'arrêter. Elle va aller en augmentant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde surfe sur ces demandes et cette tension sur les prix ne va pas baisser. Pour preuve, au Maroc, on avait une usine qui fabriquait des profilés d'aluminium et aujourd'hui, nous en avons 7. Et il y a des usines qui veulent encore s'installer. Et les usines qui sont installées veulent doubler leur capacité. Et la demande continue un petit peu à travers le monde. Oui. Parce que, bon, il y a la pression des écologiques, il y a la pression des prix, etc. Maintenant, revenons aux matériaux, je dirais, entre guillemets, traditionnels. Le ciment, l'acier, les briques, le marbre qui est plus ou moins utilisé dans quelques chantiers, le béton prêt à l'emploi, les produits en béton, et le sable et le plâtre. Là, nous sommes dans un très grand reflux. Je prends l'exemple de l'acier. L'acier était monté jusqu'à 16 dirhams la tonne. Aujourd'hui, nous sommes autour de 8-9 dirhams la tonne. En ce qui concerne, aujourd'hui, on revient à peu près au prix. Que j'allais vous demander, est-ce que ce sont des prix avant Covid, guerre en Ukraine, etc. Oui, ce sont des prix qui sont tout à fait, je dirais, normaux. Alors, nous avons aussi dans d'autres secteurs où nous avons une concurrence féroce. Nous ne sommes pas dans des situations de quasi-monopole au Maroc. Tout le monde peut importer des carreaux et les promoteurs immobiliers et d'autres constructeurs. Ce ne sont pas, parce qu'il y a certains observateurs et certaines critiques qui pointent du doigt justement les importateurs ou décrivant même le secteur comme oligopolistique. Vous démentez cela, David Absolument, Toledano. nous avons plusieurs usines. Nous avons la possibilité d'importer. Le Maroc est un pays de libre entreprise. Celui clairement. qui veut importer... C'est une économie libérale. Tout à fait. Tout le monde peut acheter ce qu'il veut et vendre ce qu'il veut. Absolument, dans les pays que vous voulez. Et nous, Marocains, nous allons partout. Là où vous allez, il suffit qu'il y ait une foire au bout du monde, vous y allez, et vous allez trouver beaucoup de Marocains qui sont là en train de fureter et de chercher les bonnes affaires. Donc, vous pouvez compter sur le sens du business et du commerce, oui, clairement. Du commerce. Donc, nous ne sommes pas dans des situations de monopole ou de quasi-monopole, loin de là. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il s'est passé un moment où la conjonction du coût de transport, imaginez que les conteneurs qui venaient de Chine étaient arrivés jusqu'à 20 000 $ le conteneur de 40 pieds, alors qu'on le payait à 3 000 à 4 000 $. Donc aujourd'hui, on revient à des prix un peu plus, beaucoup plus raisonnables. En ce qui concerne même l'énergie, je parle du propane, aujourd'hui nous sommes à 9 000 dirhams la tonne, ce qui est quand même beaucoup. Mais on n'est plus à 14 000 dirhams la tonne, on n'est plus le petcoke, qui est très utilisé par les cimentiers, par les briquetiers, était arrivé à 400-450 $ la tonne. Aujourd'hui, nous sommes plus près de 250 $ que des 400 $. Donc, il y a une détente qui se fait. Et sur ces produits, dans les logements sociaux, dans les logements, je dirais, on n'utilise pas beaucoup d'aluminium, on n'utilise pas beaucoup de verre, on n'utilise pas les matériaux de construction ne sont pas le vecteur de cherté du produit ou de la construction ou de l'ouvrage. Ceci étant dit, moi je suis très fier de ce qu'on fait dans ce pays. Il faut lever les yeux et regarder ce que nous avons construit. Nous avons fait des choses merveilleuses. Si Mahboub lui-même a construit un pont à Casablanca qui est un modèle et qu'on peut citer à travers le monde. Donc nous sommes en train de construire une tour à Rabat qui est exceptionnelle. Les structures d'acier, comme a dit le président Mahboub, qui sont transformées par les entrepreneurs, ont été faites et réalisées chez nous, par des groupes marocains, par des ingénieurs marocains, par des architectes locaux. Et donc, nous avons aujourd'hui une présentation, une vitrine de ce qui a été construit ces 30 dernières années, qui est quelque chose de fantastique. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises viennent essayer de prendre beaucoup de marchés ici et bousculent l'entreprise nationale qui n'a pas la structure nécessaire, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment
développés pour pouvoir lutter contre cette concurrence qui est très difficile. Vous confirmez que la concurrence est aujourd'hui difficile, Mohamed Mahboub, et de surcroît sur cette question importante relative au marché public et à la préférence nationale. Je peux vous dire aujourd'hui que, alhamdoulilah, quand même les entreprises marocaines sont arrivées à un certain niveau de réalisation qui est quand même très avancé. Avant, il y avait une certaine concurrence, surtout quand je parle des grands ouvrages. Je ne vais pas vers les logements sociaux, je parle par exemple des barrages, des autoroutes, des stades, le LGV. Et tout ça, je peux vous dire aujourd'hui que ce sont toutes les entreprises marocaines qui les ont construits. Les marchés qui ont été donnés aux entreprises étrangères ont été résiliés. Ils ont été terminés par les entreprises marocaines. Donc nous avons acquis une certaine expérience et nous avons acquis un certain savoir-faire au niveau de l'entreprise. C'est ça qu'on voulait sauvegarder. C'est-à-dire ces entreprises-là ne devraient pas disparaître. Mais si les prix repartent à la baisse et sont plus ou moins, ou reprennent un cours normal, est-ce que, du coup, il y a moins de menaces sur ces entreprises? Je me pose la question. Vous me posez la question. Moi, ce que nous défendons au niveau de la fédération, à la rigueur qu'il y ait des augmentations ou des diminutions, c'est qu'ils soient compensés par le système des révisions de prix. Quand il y a une augmentation, le système de révision de prix doit être transparent et il devrait les intégrer tels qu'ils sont. Surtout updaté par rapport au changement. C'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, ce qui est arrivé, au niveau, parce que même s'il y avait, je remercie M. Boufous parce qu'il a tracé un petit peu le paysage de l'entreprise et ses difficultés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, au niveau des révisions de prix, nous avons des formules qui dataient de 1987. Où, dans ces formules-là, l'aluminium n'existait pas dans ces formules-là. Et pourtant, vous trouvez des marchés où il y avait beaucoup d'aluminium. Le verre n'existait pas. Et ils sont révisés par des formules, je ne vais pas les appeler archaïques, mais des formules où on trouve qu'ils ne révisent pas l'objet effectivement du marché. Et ça, c'est c'est pour cela que nous demandons qu'il y ait une certaine refonte. Et au niveau de la circulaire du chef de gouvernement, quand le chef de gouvernement a parlé de l'équilibre financier des marchés qui sont en cours, c'est à ça. On s'est dit, voilà, la révision de prix doit être transparente, doit prendre en compte les prix, la flambée, en plus ou en moins, parce qu'on accepte si la révision de prix est négative, on paye, il n'y a pas de problème. Les délais de paiement, Mohamed Mahboub? Ça dépend qu'est-ce qu'on prend le délai de paiement pour l'entreprise. Parce que le délai de paiement, à la rigueur, quand le décompte arrive au trésor, il est payé. Mais le problème se trouve entre la réalisation et le décompte. C'est-à-dire, quand vous dites la réalisation, c'est la fin de la réalisation, Mohamed Mahboub. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et vous êtes justement en charge de tel ou tel projet, vous n'êtes payé qu'à la fin de la réalisation du projet. Non, c'est pas à la fin. Non, c'est pas à la fin. Il y a ce qu'on appelle des décomptes provisoires. Bon, bien sûr, ça dépend des projets. Il y a des projets, petits projets, on est payé à la fin. Mais par exemple, les grands projets, on ne peut pas attendre jusqu'à la fin. Donc, il y a le système de décompte provisoire. Chaque mois, on fait la situation. Chaque mois, théoriquement, d'après les textes, on devrait faire un décompte. Et ce décompte, maintenant, une fois qu'il est fait, alors il faut faire ce qu'on appelle les attachements. Et c'est là où il y a les difficultés. Parce que c'est toujours le maître d'ouvrage qui est, lui, l'initiateur de ce décompte. Pourquoi? Parce que bon, ça ne le concerne pas non plus. Non, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'entreprise, quand il envoie ses attachements, à la rigueur, l'entreprise peut envoyer les attachements au maître d'ouvrage, lui dire, bon, voilà ma situation, voilà ma facture. Alors, devrait être vérifié par le maître d'ouvrage. Alors là, il est très tuqué. Alors, on vient, il y a des discussions, et ça prend beaucoup de temps. Alors, pour qu'un décompte soit vraiment fait et arrivé au paiement, quelquefois, ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça dépend effectivement des marchés, 6 mois.
une fois, et on s'est dit, et quand il arrive bien sûr au Trésor, on les paye et on dit, les paiements sont faits au bout de 15 jours. C'est vrai, au bout de 30 jours, mais on a oublié toute la chaîne en amont. Et c'est là qu'on souhaite qu'il soit amélioré, cette chaîne en amont, qu'il soit amélioré pour pouvoir finalement améliorer le délai de règlement. Bon, je ne parle pas de certains établissements qui, malheureusement, n'ont pas de trésorerie pour payer. C'est ça, c'est là où j'évoquais moi dans mon introduction. Voilà, il y a des établissements. Est-ce que les banques suivent? Alors là, pour les entreprises, oui. Au contraire. Aujourd'hui, les entreprises, même malheureusement, ont toutes réduit ce qu'ils avaient accordé aux entreprises. Vu la situation de crise, ils sont très très prudents. Ils appliquent à la lettre la prudence de Banque al-Maghreb. Et on a vu d'ailleurs quand aussi on a des entreprises qui sont en redressement parce que les banques. Moi, je connais des entreprises qui ont des facilités de caisse de 300 millions de dirhams. Du jour au lendemain, ils sont passés à 50 millions de dirhams. C'est-à-dire, tous les décomptes qui rentrent, les banques récupèrent leur argent. Oui. Et ça, je peux dire que c'est malheureux. Pourquoi les opérateurs du BTP reprochent à l'Omran la non-application de la circulaire du chef du gouvernement? Il n'y a pas que l'Omran. Il y a beaucoup d'établissements publics qui ne l'ont pas appliqué. Il y a celles qui disent, que ce soit au niveau des délais, au niveau, effectivement, parce que nous avons des établissements qui ont des prix fermes, leurs marchés sont des prix fermes et non révisables. C'est ce qu'il avait dit monsieur Boufous, et pour lequel il est demandé de prévoir une actualisation ou introduire une révision des prix par avenant. Ils ne l'ont pas fait. Ils disent, on n'a pas les moyens. Tout à fait. Et ce n'est pas fait. Et ce n'est pas des petits marchés, c'est des grands marchés. Et il y a aussi des sociétés, des entreprises nationales, par exemple, qui ont plafonné leur marché. C'était acceptable dans le temps. C'est-à-dire il est plafonné à 5% dans le temps, à la rigueur, la révision. Pratiquement, c'est rare qu'il dépasse les 5%, donc les entreprises y acceptent. Aujourd'hui, quand nous avons des entreprises qui ont fait leur bilan de leurs dépenses, entre 5% et ce qu'ils avaient dépensé, ça dépasse à 30, 35 et jusqu'à 40% de plus, et pas des marchés les moindres. C'est-à-dire il y a des entreprises qui ont finalement, quand on a vu leur bilan, qui sont à 50 millions de dirhams de plus qu'ils ont dépensé par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Oui, mais à quoi sert du coup une circulaire si elle n'est pas appliquée? Qui doit contrôler cela? C'est ça, c'est une autre. On revient à ce qu'on avait dit, parce que aujourd'hui, c'est-à-dire, je peux le dire, il y a une grande différence entre les pouvoirs publics, entre les politiques et le chef de gouvernement et les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage s'attellent à appliquer ce qu'ils ont dans leur marché. Ils disent, moi, le marché comment je dois faire, comment je dois introduire un avenant, par exemple, pour la révision de prix. Je n'ai pas les moyens juridiques pour le faire. Vous lui dites même, il y a la circulaire du chef de gouvernement. C'est elle qui, en principe, qui vous donne... Donc la circulaire peut remplacer la loi? Pour une crise, parce que pour nous, quand on a déclaré, quand une circulaire a été faite, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a implicitement qu'il y a une crise, qu'il y a un état d'urgence et qu'il faut remédier. Donc c'est ce que vous demandez au chef du gouvernement, c'est de revoir cette circulaire. On demande au chef de gouvernement, d'ailleurs on l'a cisé même avant que la circulaire prenne fin. C'est-à-dire la circulaire a pris fin le 18 octobre. Le 18 octobre, on a écrit au chef de gouvernement en juillet. On l'a rappelé début octobre, bien sûr, avec des copies aux autres ministères, l'équipement, les finances et tout ça. Mais on n'a pas eu de retour. C'est-à-dire on demande l'application, effectivement, de ça, et
Bon, je ne vais pas parler d'amendement, surtout que cette circulaire soit claire. Parce que quelquefois, il y a des interprétations, chacun donne une interprétation. On voulait qu'il soit clair. C'est-à-dire sur quel point exactement? Il y a des points... Pour qu'on soit encore plus clair pour nos téléspectateurs. Quand on parle d'équilibre financier, pour moi, l'équilibre financier, c'est-à-dire qu'il faut introduire des révisions de prix. Il faut déplafonner les formes qui sont plafonnées. Il faut introduire une révision de prix dans les marchés qui sont fermés. Et les entreprises n'ont pas pu même continuer leur projet parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de continuer. Et aussi, la circulaire a permis aux entreprises qui ne pouvaient pas continuer de résilier leur marché sans confiscation de garantie, de caution. Beaucoup d'entreprises l'ont demandé, mais ils n'ont pas de réponse. Quelquefois, on a eu même des surprises qu'ils reçoivent des mises en demeure qui sont préalables à une réalisation à son tort. Rachid Boufouz, un mot sur les entreprises publiques qui donnent du fil à retordre aux opérateurs du secteur du BTP. Écoutez, Et parce que, rappelons que notre ministre du Budget, Fawzi El Kja, avait fait une allusion devant la Commission des Finances à une éventuelle privatisation de certains de ces établissements, de ces entreprises publiques. Est-ce la solution, selon vous, Rachid Boufouz? ça ne changerait pas grand-chose. Observateur du secteur. Il faut changer tout le mindset, il faut changer toute l'approche, il faut changer l'État le paradigme. L'État ne peut pas changer le mindset. Ce qu'il faut, non, on peut. Ah oui. Quand il y a de la volonté, on peut. Ce qu'il faut savoir. Je suis curieuse. Ce qu'il faut savoir, et il faut prendre les bons hommes, c'est tout. Et les bonnes femmes. Voilà. Et les bonnes femmes. Alors, très bonne réponse. Bon poste. Le problème qui se pose aujourd'hui et qu'on oublie souvent, et l'État a tendance à, il fait semblant de ne pas le savoir, mais il le sait pertinemment. Ce sont les entreprises des travaux publics, les constructeurs, qui préfinancent les projets de leur poche. D'accord ? Avec la maîtrise d'œuvre, avec les architectes, les ingénieurs, nous fournissons toujours un travail avant d'être payés. Bien, dans les marchés publics, il y a ce qu'on appelle l'approvisionnement, etc., entre 15, 20, 30%, mais il faut encore faut-il aller acheter la marchandise, la ramener, la constater avant qu'elle soit payée. C'est ça le nœud du problème. Et souvent, on demande aux entreprises de travailler, de sortir, d'aller... Un entrepreneur passe plus de temps à se disputer avec son banquier qu'à être sur le chantier, juste pour avoir des facilités de caisse, pour négocier des choses, pour nantir ces marchés, parce que pour avoir justement, pour se faire payer les droits constatés, parce que l'État, qu'est-ce qu'il ne vous donne pas d'argent? Il vous donne un droit constaté que vous présentez à la banque, en vertu duquel vous êtes payé à peu près sur 80%, le temps que l'État vous débourse le reste. Tout cela, c'est ça ce que je vous dis, le mindset, c'est l'approche générale. C'est que quand on comprend que ces gens de la construction, des travaux publics, autant que la maîtrise d'œuvre, architectes, ingénieurs, bureaux d'études, bureaux de contrôle, sont indispensables à la bonne marche des projets, parce que c'est eux qui peuvent réaliser tout ce qui est possible et imaginable. Et j'ai assisté, j'ai collaboré, et j'ai vu de mes yeux comment le marché a évolué en 25 ans au Maroc. Les entreprises étaient incapables de construire la moindre chose. On devait ramener de l'expertise étrangère. Aujourd'hui, tout ce qui est possible et imaginable, on peut le construire au Maroc. Grâce à l'expertise de ces ingénieurs marocains, grâce à l'expertise de ces entrepreneurs, de ces architectes, quand même, il y a un travail de mise à niveau qui a été fait, que aujourd'hui, il y a de la concurrence qui vient de l'étranger et nous avons été obligés au Maroc d'introduire la préférence nationale, d'augmenter de 25% les prix des entreprises étrangères pour qu'elles ne puissent pas concurrencer les Marocains. Quelque part, vous me direz, c'est un peu injuste, mais on ne peut pas aujourd'hui préférer les entreprises étrangères alors que nous voulons développer le cœur de notre métier. Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est que, M. Teledano le sait très bien, il faut encourager les entreprises à importer moins et à fabriquer plus de choses au Maroc. Donc on pourrait avoir des prix très intéressants.
il disait qu'effectivement, il y a 25 ans, 30 ans, il n'y avait pas d'entreprise qui fabriquait l'aluminium. Aujourd'hui, il y en a 5. On a d'excellents fabricants d'aluminium. Mais est-ce qu'ils fabriquent les bons produits qui sont demandés? Oui, madame, parce que, encore une fois, ce sont des produits qui sont Certains professionnels disent le contraire. Non, attendez, notamment dans le secteur de la métallurgie, par exemple, il n'y a pas les bons produits qui sont consommés au Maroc. Du coup, on les importe. Attendez, les produits au Maroc, il y a une certification, il y a une norme marocaine, il y a des laboratoires publics, il y a des choses qui sont soumises au contrôle, parce qu'encore une fois, il s'agit de sécurité publique, à la sûreté des gens. On ne peut pas aujourd'hui construire un verre ou construire un aluminium qui ne va pas résister. Donc, il y a des normes. Au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut dire, parce que c'est toujours facile dans un café du commerce de raconter des choses. Mais sur la réalité, encore une fois, du terrain, d'accord, nous avons affaire. Il y a un misunderstanding là-dessus. Ce que je disais, c'est juste l'adéquation entre l'offre et la demande. Ce n'est pas du tout, je n'ai pas fait allusion à la qualité. Nous avons ce que je dis, c'est est-ce qu'on répond à la demande des professionnels par des produits qui sont fabriqués localement. Mieux que ça, madame. Je peux vous assurer que nous avons eu affaire sur certains chantiers à des donneurs d'ordre étrangers qui sont venus installer des enseignes au Maroc, avec une expertise qu'ils disaient qui était performante, ramenée même des États-Unis, du Canada, etc. La solution, on a donné des solutions moins chères, avec une expertise locale, avec des entreprises locales, et nous avons des donneurs d'ordre de Suède, on a eu des donneurs d'ordre des États-Unis, d'un peu partout. On peut être fiers aujourd'hui de ce que nous avons pu faire, mais encore faut-il aider ces entrepreneurs qui, encore une fois, c'est pas facile d'être entrepreneur au Maroc, et vous le savez pertinemment, et encore moins dans le bâtiment. Vous savez, un constructeur, souvent pour ramener une tonne de ciment ou d'agrégat, etc., souvent il donne des chèques de garantie. Et souvent ces chèques sont protés. Souvent ces gens-là finissent en prison, alors qu'ils construisent pour l'État, qu'ils construisent pour des marchés, ou qu'ils construisent pour les privés. Je trouve que c'est anormal qu'on pousse nos entreprises dans cette situation-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une difficulté de paiement, parce qu'il y a un retard de paiement, parce que quelqu'un estime que l'entreprise, elle doit attendre. Je suis désolé. C'est pour revenir à ce que je disais au début de mon intervention, c'est que quand on signe un contrat, on paye une avance et elle est libérée tout de suite, et on paye au décompte dès qu'il arrive. Il ne faut pas attendre que ça fasse un circuit de 2 mois. Moi, j'ai vécu ça dans une autre vie avec l'administration aujourd'hui. Moi, je ne travaille plus pour l'État marocain, entre autres pour ces choses, parce qu'il y a des problèmes, justement, au-delà. Il y a cette inertie qui se trouve à l'intérieur de l'administration, est en train de tuer l'administration de l'intérieur. Donc, quoi qu'on fasse, si on ne change pas, encore une fois, le mindset de ça, en ramenant une nouvelle approche, en ramenant des expertises du privé, on va droit dans le mur. Ça, je vous le garantis, et les gens le savent. Donc on ne peut pas aujourd'hui construire les grands tours, comme vous avez dit, etc., que les entreprises publiques, et là je peux y revenir, ces entreprises publiques, type le Amran, type un certain nombre, la CGI, enfin, les institutionnels et tout, je suis désolé, ils se comportent souvent comme des gens de l'administration, alors que ce sont des entreprises, souvent même privées, souvent même parfois cotées. Et c'est encore une fois une question de mindset, question d'approche. Donc, c'est la philosophie. C'est la prudence, pourquoi ? C'est-à-dire, c'est quoi ce mindset qui doit changer ? Parce que depuis une quinzaine d'années, nous avons introduit une donne importante au Maroc et qui est fondamentale, c'est la reddition des comptes. Il y a aujourd'hui des rapports de la Cour des comptes qui viennent sur les entreprises publiques, et ce n'est pas normal qu'il y ait des dépassements qui sont d'ailleurs très bien constatés par les juges. Qu'est-ce que le contre-coup de ces constats qui doivent être faits dans un pays démocratique, dans un pays de droit? Et la Cour des comptes fait son travail correctement, encore une fois. C'est que les gens, ils avaient le stylo pour signer, ils le déposent sur la table, ils ne veulent plus rien faire. Donc ils reviennent en arrière. La prudence, l'extrême prudence, l'exagération dans la prudence. Quand le monsieur tout à l'heure disait que pour un avenant qui est porté par une circulaire du Premier ministre, et les gens vous disent « Attendez, j'ai une interprétation, si je signe demain, on va me poursuivre, la Cour des comptes va venir ».
C'est le courage que je vous disais tout à l'heure, c'est la volonté aussi comment, qui arrange beaucoup le manque de volonté, le manque de courage, arrange beaucoup de gens de ne pas décider plutôt que de décider et de se retrouver demain face à la question. On peut être face à la question, mais répondre avec les choses qu'on nous donne. Donc, encore une fois, je reviens sur la chose. C'est le mindset qu'il faut changer. Voilà. Oui, en mettant les bonnes personnes aux bons endroits. Mais bien sûr, ça va de soi. David Toledano, bon, alors, comment se présente cette année 2023 bien sûr, à la lumière peut-être aussi du résultat de ce Salon international du bâtiment qui s'est tenu à Al-Jadida au mois de décembre, il me semble. Fin novembre. Est-ce qu'on s'attend vraiment à des lendemains meilleurs? Écoutez, je voudrais d'abord, si vous permettez, vous dire une chose importante concernant la situation des matériaux de construction au Maroc. Nous sommes un des rares pays au monde à avoir une industrie qui est large, complète, et qui couvre, contrairement à ce que vous disiez ou ce que disent certains, un certain nombre de produits que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas tout avoir, mais nous avons 99,99% des produits. Au niveau de l'acier dont vous parliez, nous avons une capacité aujourd'hui qui dépasse très, très, très largement nos besoins. Et nous avons fait une grande performance. Nous avons exporté, et vous devez le savoir, de l'acier aux États-Unis. La Sonacide, pour ne pas la citer, a exporté. Et à cause de la décision du président Trump de remettre des droits de douane sur ces produits-là, alors que nous avions signé un accord de libre-échange avec les États-Unis, a fait que nous avons perdu cette compétitivité que nous avions. C'est dire qu'au niveau de la qualité, au niveau des prix, nous avons réussi à être compétitifs. Au niveau des investissements qui ont pu être faits dans tous les secteurs, notamment dans les produits en béton, aujourd'hui nous avançons. Et nous sommes dans la diversité, nous sommes dans une offre qui est de plus en plus large et qui permet aux clients, à nos clients et aux promoteurs qui construisent ou au marché public de pouvoir d'aller des rues, de pouvoir, avec des produits de grande qualité, et de les utiliser et très diversifiés. Au niveau des marbres, nous avons eu plusieurs investissements. Et nous avons eu la chance d'avoir une continuité dans les écosystèmes qui ont été signés. Et donc, nous espérons les mener à bien. Ceci étant dit, c'est vrai que le Salon international du bâtiment, et je vous remercie de l'évoquer, a été pour nous un rendez-vous vraiment exceptionnel. Et nous l'avons fait, nous l'avons réalisé dans un endroit qui nous faisait peur à un moment donné, parce que nous avions l'habitude, c'était la 36e édition, donc c'est dire que c'est quelque chose qui est très important, de le faire à Casablanca. Or, à Casablanca, vous savez que le Grand Palais n'est plus utilisé pour l'instant, et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et donc, on a pris le risque de le faire à El Jadida. Et les professionnels sont venus en nombre. Nous avons eu 163 000 visiteurs, essentiellement des professionnels. Des architectes, des entrepreneurs. Si Mahmoud nous a fait l'honneur d'être avec nous, puisqu'ils sont, la FNBTP est avec nous, co-organisatrice de cet événement. Et nous avions Madame la ministre qui est venue de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, qui est venue inaugurer ce salon, avec le ministre gabonais de l'Habitat, que nous avions invité, qui était l'invité d'honneur, et une grosse délégation africaine, notamment du Gabon, mais d'autres pays africains. Nous avons invité une cinquantaine d'acheteurs et nous avons tenu plus de 300 rendez-vous B2B. Je vais juste finir peut-être par quelques mots ce tour de table. Je commence par vous, Mohamed Mahboub, justement par rapport à 2023 et comment vous appréhendez cette année. Bon, je peux vous dire pour 2023 ce que nous attendons aujourd'hui. Bon, nous avons de l'espoir parce que, effectivement, les budgets qui sont alloués que vous venez de citer. Et nous attendons avec impatience la publication des programmes de nos ministères, notamment le ministère de l'Équipement, qui est le grand, finalement,
investisseurs au niveau des infrastructures et aussi de l'habitat. Et j'espère que ça va être fait, Inch'Allah, au mois de février, au mois de mars, pour qu'on puisse effectivement dire que peut-être l'année 2023 va être une année meilleure que 2020 et que 2022. Ce que nous souhaitons aussi, parce qu'effectivement, nous avons des entreprises qui ont investi et qui ont une certaine continuité dans les travaux, de telle façon, effectivement, à faire que cet investissement puisse être amorti. Nous avons des entreprises qui ont, par exemple, travaillé dans le LGV, qui ont investi beaucoup. Aujourd'hui, le LGV est terminé. Oh bon, il y a des... C'est-à-dire pour l'utilisation au moins de ces équipements. Très Par bien. exemple, c'est un exemple que j'ai cité. Merci beaucoup, Mohamed Mahboub. Un dernier mot, Rachid Boufous, histoire de clore le débat. Mais en quelques mots. Moi, je dirais tout simplement, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a défini un horizon extraordinaire lors du 44e anniversaire de la Marche verte en 2019, en fixant une nouvelle frontière pour les entreprises marocaines, en remplaçant, et pour l'économie marocaine, en remplaçant Agadir au centre du Maroc. Avec cette ouverture vers l'Afrique, justement, avec ce développement sur les BTP, sur la nouvelle voie qui va être réalisée entre Agadir et Dakhla. C'est cette nouvelle frontière aujourd'hui où il faut aller chercher vers l'Afrique, de nouvelles possibilités d'export. Nous avons une expertise aujourd'hui chez nos entreprises, dans notre maîtrise d'œuvre, qu'on puisse lui permettre d'aller conquérir d'autres pays. Nous le voyons un peu avec la Sonacide, etc. Merci. On peut même exporter à l'étranger. Je pense que c'est ça la nouvelle vision qu'il faut avoir aussi. Merci beaucoup, Rachid Boufous, architecte et urbaniste. Merci d'avoir enrichi ce débat. Merci, David Toledano, président de la Fédération des matériaux de construction. Et également, mes remerciements vont à Mohamed Mahboub, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics. Merci. Merci. Et bien sûr, je vous remercie, vous, pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée.